On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle du dépôt du 11e plan d'action visant l'accessibilité à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, un restaurant passe de père en fille et je parle ici de chez Nosaire. Vous savez, c'est un phénomène assez unique qu'on va vivre dans les prochaines semaines ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Premièrement, des restaurants qui passent à travers le temps, c'est assez rare. On le sait aujourd'hui, souvent les restaurants rouvrent, mais ferment après quelques années. Or, des restaurants qui font 5, 10, 15, 20 ans, c'est rare. Et c'est encore plus rare quand ça passe à l'autre génération. Et c'est le cas pourtant du restaurant Nosaire. On vous présente nos invités. D'abord, Denis Nosaire. Bonsoir. Bonjour, M. Latour. Accompagné de l'une de vos filles, Émilie. Bonsoir. Et accompagné de madame, de maman, Ginette. De la maman. Et bonsoir et bienvenue. Merci. C'est quand même assez rare. Denis Nosaire, le restaurant existe depuis combien d'années? Depuis 88, ça fait donc 28 ans. Comment on réussit à faire 28 ans dans la restauration au même endroit, sous le même nom, sous la même bannière? Bien, il faut être tenace et constant. Il ne faut pas trop chambouler les choses. Et puis, quand on fait des changements, il faut les faire comme il faut. Comme il y a une période, on a changé un changement très important pour nous, c'était d'apporter son vin. Alors, on ne vend plus de vin chez Nosaire depuis 1994 et on continue sur cette lancée-là. Et c'est beaucoup plus agréable pour le portefeuille des clients. C'était une décision stratégique importante? C'était difficile à prendre, cette stratégie, mais c'était une heureuse nouvelle façon de faire. Émilie, à quel moment as-tu découvert ta propre passion pour la restauration? Parce que parfois, quand on voit nos parents qui sont impliqués dans un restaurant, le nombre d'heures que ça exige, que ce soit en cuisine ou sur le plancher, comment as-tu découvert ta propre passion à travers ça? Bien, depuis que je suis toute petite, je me faufile dans les cuisines, puis je coupe mes premiers légumes avec une caisse de lait. Donc, j'ai toujours eu la passion. C'est plutôt j'ai essayé de l'enlever, de ne pas vivre cette passion-là, parce que je voyais que c'était beaucoup de travail, mais c'était plus fort que moi, là, et je suis revenue à mes premiers amours, qui est la restauration. Donc, tu as tenté de t'en éloigner, oui, mais sans succès? Effectivement. Tu as tenté de faire quoi pendant ce temps-là? Bien, premièrement, j'ai fait un cours pour être éducatrice, parce que mon autre passion, c'est les enfants. Mais après ça, j'ai eu d'autres choses qui s'est passées dans ma vie personnelle. J'ai eu l'immeuble aussi, mais ça reste que la restauration reste mon dada préféré. Ginette, comment on réussit à faire apprécier la restauration à ses enfants? Parce qu'Anne aussi s'est impliquée pendant un certain temps. Oui, Anne s'est impliquée. Elle, finalement, s'est éloignée de la restauration. Elle s'est éloignée. Pour le vrai. Mais on ne sait jamais. Elle peut un jour revenir, on ne le sait pas. Elle vient nous aider de temps en temps. Ouais. Elle vient nous aider de temps en temps, puis elle adore ça. On le voit là, que c'est vraiment... Elle aussi, elle aime ça. Sauf que maintenant, elle habite à Valleyfield. Alors, ça fait un peu loin, mais elle vient quand même nous donner un petit coup de main des fois. Comment on réussit à transmettre notre passion à ses propres enfants? Parce que parfois même, c'est le cas, entre autres, on fait parfois des entrevues sur des fermes familiales. Puis parfois, les enfants disent, ils voient leur père travailler très, très fort, ou leurs parents disent, hey, moi, je ne ferais jamais ça. Ou le contraire, où effectivement, la passion finit par se transmettre. Comment on la transmet? Bien, ils nous ont vu travailler, ils ont vu, parce qu'on a quand même commencé vraiment en bas de l'échelle, on l'a vraiment monté nous-mêmes, ce petit restaurant-là, en travaillant très, très fort. Mais par contre, on a eu quand même des moments bien rigolos aussi. Puis je pense que nos enfants, ils nous ont vus aussi bien rire que de travailler. Puis la fidélité des clients, puis le plaisir qu'on a avec nos clients, on n'a pas besoin de sortir, ils viennent nous voir. Fait que c'est encore mieux. Bon, l'humain vieillit, hein? Oui. C'est le cas, on le sait. À quel moment on commence à penser à la retraite et à quel moment ça devient un enjeu pour vous de dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend à quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on vend la bâtisse puis finalement ça va changer de nom puis on va faire d'autres choses? Il y a ce désir aussi de vouloir retraiter un peu. Comment ça se passe chez vous? Bien, c'est sûr qu'on ne cachera pas qu'on a essayé de le vendre, mais quand on a essayé de le vendre, les gens n'avaient pas nécessairement l'argent pour nous acheter.
Alors, il aurait fallu comme on finance les gens. Fait qu'on s'est dit, bien, pourquoi, quand Émilie est venue nous voir à la fin puis qu'elle nous a dit qu'elle était intéressée, bien, pourquoi pas financer notre fille à la place que de financer des étrangers? Alors, puis on va l'accompagner, on va l'aider, puis on a nos petits-enfants qui veulent déjà travailler aussi. Alors, je vous le dis que c'est rigolo des fois. Denis, comment la transition va-t-elle se faire? Parce qu'actuellement, donc le restaurant est ouvert du jeudi au dimanche et là, bientôt du mercredi au dimanche dans la saison estivale. Ouais. Là, actuellement, est-ce que vous êtes toujours à temps plein au restaurant? Ah ben, moi, j'y suis toujours, oui. Et puis, ce que je vais faire dans les prochaines années, 1, 2, peut-être 3 ans, dépendant, on va donner un coup de main à Émilie pour l'épauler, puis pour la guider, c'est peut-être un grand mot, parce qu'elle sait pas mal faire tout ce que je sais faire. Elle a passé par... a passé partout, comme on dit. Elle est tombée dans la marmite quand elle était petite. J'ai passé à l'école Neuser. C'était pas toujours facile pour C'était elle. bien comme école ou... Ben, c'était pas toujours facile, mais on y revient, fait que c'est bon signe. Toi, comment tu la vois, cette transition-là? Parce qu'il y a un désir à ce que papa et maman, tranquillement, pas vite, prennent une retraite graduelle. De quelle façon, toi, tu la vois, cette retraite graduelle, et ce qui, pour toi, va occasionner, évidemment, plus de travail? Ben, je trouve que c'est une belle occasion qu'ils ont aussi de ne pas quitter l'entreprise de façon abrupte puis d'arrêter de travailler parce que c'est un de leurs plus grands rêves qu'ils ont s'ennuieraient, construit. de toute façon. Oui, mais j'ai plein de projets. Il y a du babysitting pour eux autres. Ils s'ennuieront pas. Mais je trouve que ça va les garder en forme. Puis, ils vont pouvoir être là plus de façon quand ça va leur tenter. Donc, ça va rester plus une activité. Au début, ils vont travailler plus, mais maintenant, après, ça va être comme plus une activité qu'un travail. Là. Puis, je vais prendre ce qu'ils vont m'offrir graduellement avec les années. Là. Mais à quel moment vous souhaitez vous retirer, je ne sais pas, 1 journée par semaine ou 2 journées par semaine? Est-ce que vous voulez aller vers ça? Là, actuellement, on est déjà un peu semi-retraite. Début de semaine, on est fermé, à l'exception des réservations de groupe, que ça peut être un lundi, que ça peut être un mardi. Ça dépend de l'activité. Mais en général, nous sommes ouverts du jeudi au dimanche. Alors, ça fait déjà tout un début de semaine qu'on se la coule douce. Fait qu'on voit qu'ils aiment ça encore. Et Puis on va à Saint-Armand. il faut bien s'occuper encore un peu. Mais c'est ça la dualité entre dire je veux me tenir occupé, je veux donner un coup de main à ma fille, mais en même temps, je veux aussi me retirer. Comment vous le vivez, Ginette? Bien, c'est certain qu'on pense, on a souvent notre cœur est à Saint-Armand, hein, bien entendu, parce qu'on a une petite maison à Saint-Armand. Puis Denis aime beaucoup jardiner, puis tout ça. Fait que quand on va vraiment se retirer, bien, Émilie, elle n'aura plus besoin d'acheter des fines d'herbe, des choses comme ça, des fleurs comestibles. Ça va être toutes nous autres qui vont J'aurai la faire main ça. verte. On va devenir des gentlemen farmers. Côté nourriture, Émilie, on sait souvent les clients sont un peu conservateurs parce qu'en même temps, quand on va chez Nosaire, on sait, nos attentes sont déjà fixées. De quelle façon, toi, veux-tu entretenir, oui, un certain conservatisme peut-être, mais en même temps aussi développer ta propre couleur? Mais ce que je veux faire au départ, c'est que je ne veux pas chambouler nos clients qui sont fidèles avec nous depuis 28 ans. Donc, je veux garder les menus dégustation que nous avons encore. Mais je veux apporter une touche aussi plus d'actualité pour amener la jeune clientèle aussi chez nous. Donc, on veut faire les menus dégustation à partir de 4 services, mais à partir de 24,95 $. Puis ensuite, il va y avoir aussi le menu à la carte. Donc, les gens vont pouvoir venir aussi juste pour manger un plat vite fait avant d'aller au cinéma ou faire une activité dans le centre-ville qui va bouger beaucoup, d'ailleurs, cet été avec le 350e anniversaire. Okay, donc, il y a un désir de rajeunissement de la clientèle? Oui. D'aller chercher une nouvelle clientèle, de oui, faire découvrir? On a beaucoup de nouvelles familles. On a beaucoup de nouvelles familles aussi qui s'installent à Saint-Luc. On a beaucoup de gens qui arrivent quand on a des nouveaux clients qui arrivent au restaurant. Tu sais, il faut s'apprendre ça à nouveau aussi dans une entreprise, pas juste comme propriétaire, mais comme clientèle. Quand Ginette te disait tantôt, oui, on a tenté de vendre le restaurant, mais bon, il aurait fallu financer les gens et tout ça. À quel moment, toi, as-tu dit à tes parents, arrêtez tout ça, moi, je vais prendre la relève? À quel moment ça s'est passé dans ta tête? Bien, quand on a figuré l'option qu'on pouvait faire un appartement bigénération en haut, là, je trouvais que c'était bien parce que mes enfants, ils n'allaient pas être trop pénalisés du fait que leur mère allait travailler, parce qu'il ne faut pas se le cacher, la restauration, c'est beaucoup de travail. Donc, avec mes 2 parents qui vont m'appuyer à
l'intérieur de tout ça. Je trouve que c'est là que les portes se sont plus ouvertes aussi. Là. Donc, pour toi, il y avait vraiment un souci au niveau de ton organisation personnelle et familiale de dire, oui, je suis bien prêt à prendre le relève, mais en même temps, il faut que tu aies la tête, disons... Bien, il faut qu'on soit capable de ne pas avoir... de voir que nos enfants évoluent bien aussi. C'est le projet majeur d'une vie d'un parent. C'est que nos enfants ils soient bien. Donc, puis pour qu'un parent soit bien, il faut que ses parents soient bien aussi. Alors, on a fermé l'hôtel. Oui, Puis l'hôtel est on a nos fermé. petits-enfants. À place, c'est ça. C'est ça. Ce sont nos clients réguliers. Tantôt, Émilie parlait de trucs. C'est quoi les trucs de Denis en cuisine? Bon, ça, c'est Alors, on dit pas ça. On dit des pas ça. années d'observation, de travailler ensemble et puis de se chicaner aussi, parce qu'en cuisine, des fois, on se chicane. Et puis, elle, son but de reprendre ça, c'est de rajeunir la place, de démystifier le Neuser que l'on, entre guillemets, là, on dit de haute gastronomie. Elle veut mettre quelque chose de plus simple, plus abordable. Comme elle a dit, elle veut faire des tables d'hôtes à 25 $, 24,95 pour ramener une nouvelle clientèle, un peu une clientèle plus jeune. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, les temps financièrement sont plus durs. Et avec apporter 120, ça fait une différence sur la note à la fin de la soirée quand on vous apporte la facture. Denis, vous êtes au Québec depuis combien de temps? Bon, moi, ça fait 40 ans que je suis au Québec. 40 ans. Vous vous êtes rencontrés comment? Oh là là, si je vous compte ça, ça va durer trop longtemps. Faut reprendre une autre émission. Histoire pour la Saint-Valentin. Vous n'avez pas regretté votre choix? Faut pas croire. Non, c'est bien mieux ici. Une petite fille du Je suis bien ici. Nouveau-Brunswick. Hein? Avec une petite Acadienne et un Alsacien. C'est ça. Hein? Ça fait un beau mélange. Ça fait un beau Mais mélange. Émilie, elle a vraiment eu, là, un jour, j'étais en train de travailler dans la cuisine et j'étais en train d'écrire la commande. Et puis, Émilie était en train de travailler au four et j'avais l'impression que c'était Denis qui était au four. Tellement elle a le même gestuel que son père. Tu sais, quand on dit qu'on l'a, là, ben, elle a vraiment le gestuel, Émilie. Elle a vraiment attrapé ça, là. Puis un jour, elle arrive en haut, elle me dit, « Maman, je me prenais pour papa quand je faisais à manger. » Parce qu'elle a vraiment le gestuel. Fait que je pense que ça va être une très bonne chef. Bien, à vous trois, merci beaucoup. Félicitations. Meilleure des chances dans ce projet de transition générationnelle dans le monde de la restauration. Donc, chez Nozer, qui existe depuis 28 ans. C'est quand même exceptionnel dans le monde de la restauration aujourd'hui. Ouais. Puis ça l'est d'autant plus de voir qu'il y a une passation dans une même famille. C'est encore probablement beaucoup plus rare dans le monde de la restauration. On en est très fiers. Vous êtes en train de faire l'histoire. On est essaye fiers de la de faire, notre et puis princesse. comme je le répète, là, on veut faire des prix. Nos prix sont déjà abordables, mais on veut encore les faire plus abordables, plus intéressants pour les jeunes, la jeune clientèle, les jeunes parents, qui ne peuvent pas toujours dépenser 100, 120 $ par personne, parce que c'est à peu près ce que ça coûte chez nous, parce que chez nous, on apporte 120. Alors ça fait déjà une grande différence sur la facture. Prenez une bouteille de vin, dans un restaurant de notre catégorie, c'est à peu près 40-50 $ si on vous la vendrait dans les moins chers. Alors, déjà, ça, vous ne le payez pas. À vous Ça, c'est trois. un grand plus. Merci beaucoup. Félicitations puis bonne chance Ben, pour Nozer 2.0. On vous attend au restaurant. Restez avec nous au retour. On vous parle d'accessibilité. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle entre autres de golf. Oui, avec Sylvain Patry du Club de golf international 2000. Et toi, Alex, on parle de hockey? Exactement, ce sont les séries dans la Ligue nord-américaine de hockey. On en parle avec Robert Legault. Ne manquez pas ça. C'est normal aussi de vivre notre non-conformité individuellement quand on est seul, je veux dire, parce qu'en absence de normes.
Parlons maintenant d'accessibilité. C'est probablement un défi perpétuel pour une organisation comme une ville, comme la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui depuis plusieurs années maintenant dépose un plan d'action. On en est déjà rendu au 11e. 3 invités pour en discuter. D'abord, Patricia Poisson, qui est conseillère municipale, mais également responsable du dossier de l'accessibilité. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagnée de Pascal Constant, qui est conseillère à l'accessibilité et au développement communautaire à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Et également Isabelle Laflamme, qui est agente d'information et aussi membre du comité communication accessible à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais commencer par Madame la conseillère. C'est quoi les attentes du conseil municipal à l'égard des politiques d'accessibilité? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelles sont les actions que vous souhaitez voir se faire? Il y en a beaucoup qu'on voudrait voir se faire parce que la ville de Saint-Jean a quand même 95 000 de population. Alors, le besoin de l'accessibilité est là. Si on regarde nos édifices municipaux, il y en a beaucoup que c'est des vieux édifices qu'on doit aménager en accessibilité, comme on parlait au niveau de la chaise roulante, que la personne en chaise roulante puisse avoir accès à nos bâtiments. Après ça, ça peut être aussi un 2e étage. Ça prend un ascenseur à ce moment-là pour monter. Si on regarde l'hôtel de ville à Saint-Jean, qui est quand même sur 3 paliers différents, alors tout ça, c'est des beaux défis qu'on travaille, je dirais, comme on disait, depuis 11 ans là, à la ville. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le 11e plan d'action, en résumé, Pascal? Bien, en fait, c'est un plan d'action qui est en continuité avec les 2 et 3 derniers plans d'action précédents. Donc, c'est-à-dire que les axes d'intervention vont s'orienter autour de formation et sensibilisation du personnel. Donc, on s'est aperçu avec les années que de mieux connaître les besoins des personnes qui ont des limitations, ça nous permet d'offrir des meilleurs services aux citoyens, aux personnes handicapées aussi, mais à l'ensemble de nos citoyens. Il y a également la production d'outils pour nos services, pour faire en sorte de mieux aménager les différentes activités et services, les projets, comme Patricia disait. Donc, c'est d'outiller nos services avec des fiches conseils ou des fiches directives dont on s'inspire parce qu'il y a la Ville de Québec, Ville de Gatineau et Victoriaville, que je vous dirais qui sont pas mal avant-gardistes à ce niveau-là, au niveau de l'accessibilité. Puis, tout ça s'oriente autour du concept d'accessibilité universelle, c'est-à-dire de concevoir nos biens et services en fonction du plus grand nombre de personnes. Donc, oui, pour les personnes handicapées, mais aussi pour l'ensemble des citoyens, parce que souvent, les besoins des personnes handicapées sont révélateurs des besoins de l'ensemble des citoyens. Bon. Du côté maintenant des communications, parlons du concept de communication accessible. Oui. En quoi peut-on adapter notre façon de communiquer comme ville avec nos différentes personnes? Donc, c'est ça, la communication accessible, on l'a pensé dans la démarche du plan d'action pour l'accessibilité. Donc, ça découle du plan d'action. Alors, on s'est dit qu'on devait tenter de rendre l'information municipale le plus compréhensible possible pour le plus grand nombre de citoyens possible. Donc, l'information municipale, c'est très diversifié. Ça concerne différentes plateformes électroniques, le site Internet, beaucoup de documents écrits, des présentations visuelles. Donc, on a assisté à une formation. 62 employés de la Ville ont été formés pour entreprendre cette démarche-là de communication accessible. Et très belle formation donnée par une spécialiste d'une université en Outaouais, si je ne m'abuse. Tout à fait. Donc, on est ressorti de là avec un guide qui renferme au-dessus d'une trentaine de critères pour mieux concevoir nos documents écrits. Donc, tant dans le contenu, donner l'information d'une façon simple à comprendre, que dans la présentation visuelle. Et ça regroupe, j'ai amené un exemple avec moi, là. Par exemple, lorsqu'on présente un document écrit, l'idéal, c'est de justifier son texte à gauche, donc de l'aligner tout à gauche. C'est le fameux document, on va le présenter à l'écran, mais ça, c'est intéressant parce que, dans le fond, c'est comme aussi, ça peut servir à tout le monde, là. Exactement. Oui. Peut-être juste se poursuivre là-dessus. Donc, on dit quoi? Il faut aligner notre texte à gauche? Oui, parce que il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, au niveau de la lisibilité. Lorsque le texte est aligné à gauche et à droite, ça crée beaucoup d'espace entre les mots. Donc, en l'alignant à gauche, tout naturellement, les espaces sont plus normaux entre les mots. Ensuite de ça, donc, au niveau de la confort de lecture, l'irrégularité du texte donne des repères au lecteur au niveau de l'œil lorsqu'on se repère dans le texte. Puis un exemple concret de ça, c'est que les citoyens qui ont
déficience visuelle qui utilisent une aide optique pour lire, c'est plus facile pour eux, avec l'aide optique, de se repérer dans le texte. Sinon, ils sont au niveau là, des espacements, l'œil se perd dans la lecture. Donc, on dit aussi qu'en général, c'est bon pour la santé oculaire, l'alignement à gauche. Et à la Ville, je crois que dorénavant, sur notre site Internet, on a programmé nos textes lorsqu'on les met en ligne pour qu'ils soient justifiés à gauche tout le temps. Donc, c'est vraiment une mesure qu'on a adoptée là, à la Ville. Pour nous, ça Ville. peut paraître comme un détail. Oui. Mais bref, pour certains utilisateurs, ça peut faire toute la différence du monde. Là. Tout à fait. Puis, il y a plusieurs autres critères là, au niveau de la présentation. Donc, dans les titres, au niveau de la grosseur là, des caractères, les titres, c'est du 14 points et plus. Les sous-titres ou le texte qu'on lit, le texte général, peut être en 12 points. Il ne faut pas trop utiliser de lettres de caractères majuscules, seulement dans les titres. Les images doivent être à gauche et le texte à droite de l'image. Donc, c'est tout ça qu'on a appris dans cette formation-là, puis on commence à l'appliquer. Mais c'est la statistique qui est aussi hallucinante. Donc, vous dites 53 des Québécois de 16 à 65 ans ont de la difficulté à comprendre ou utiliser différents types de communication dans leur vie de tous les jours. C'est énorme. Bien, tout à fait. Puis c'est ça qui nous a fait prendre conscience à cette formation-là. On se disait, dans le fond, souvent, on veut fleurir nos textes, toute l'information qu'on donne à nos citoyens. Puis finalement, il y a la moitié des gens qui ne comprennent pas l'essentiel du message. Fait c'est pour ça qu'on s'est attardé puis qu'on commence tranquillement pas vite, justement, à faire en sorte que nos communications soient beaucoup plus accessibles. Donc, éviter de surcharger avec du gras, des contrastes de couleurs, des images. Puis souvent aussi, au niveau de la police de caractère, on veut que ça soit joli, mais je pense que la fonction est d'abord primordiale à la base. Si le message n'est pas compris, mais que le message est joli, c'est... Puis le choix du vocabulaire aussi. Oui. À la base, quand on parle de la population qui ont une difficulté à lire ou à écrire, alors si on met des beaux grands mots, à ce moment-là, il y avait une structure de phrase avec un complément de phrase à l'intérieur dans ton groupe, mettons, ton groupe verbe puis ton sujet, ça ne fonctionne pas, là. Tout à fait. Alors, c'est plus facile de faire vraiment des phrases structurées avec des mots simples et des pictogrammes aussi, beaucoup, qui vont alimenter, là. Donc, c'est sûr que la communication, ça reste hyper important parce qu'il peut y avoir des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées, même certains niveaux d'analphabétisme aussi, encore aujourd'hui, oui, en 2016, ça existe encore. Bref, tout ça, ou handicap visuel ou auditif. Bref, c'est sûr que donc la communication, c'est important d'adapter les communications de la Ville avec cette clientèle. Au niveau du transport, le transport, c'est probablement un très, très gros morceau d'accessibilité. Il y a eu quand même des efforts importants qui ont été faits là, au cours de la dernière année. Bien, moi, je vous dirais que c'est un des plus beaux exemples de l'accessibilité universelle qu'on a pris le projet du départ. Alors, beaucoup de projets ont été faits qu'on a dû retravailler en cours de route pour améliorer, pour ajouter, puis devoir faire des corrections. Sans que le transport, avec le nouveau contrat, bien, on avait été voir justement pour avoir des autobus en fonction des plateformes basses. Plancher bas, là, exact, pour que ce soit facilitant. Pas juste pour la personne en chaise roulante, pour une marchette. Tu te casses une jambe, tu es en béquille, ta poussette avec ton enfant, il faut que tu la montes, ta poussette. Alors, tu sais, on pense souvent que l'accessibilité universelle, c'est quelqu'un qui est en chaise roulante, mais c'est pas ça. Ça peut être tellement plus simple que ça. Tu sais, tu te casses un bras, c'est la même chose, tu es là. Fait que le dossier du transport à Saint-Jean est vraiment super bien fait. Même tous les nouveaux abribus sont en fonction pour que ça soit accessible pour tout le monde. Fait que vous remarquerez, sous le Boulevard Saint-Luc, ils sont tous neufs et au niveau de l'accessibilité. Alors, c'est le même plancher, un niveau. L'espace est beaucoup plus grand pour que les gens puissent rentrer, qu'une chaise roulante peut faire le tour. Alors, tout vraiment a été pensé à ce niveau-là. Puis même, on a, au niveau, tous nos chauffeurs, on a reçu la formation, quand on parlait de formation, faire affaire des fois avec les gens autistes ou une personne qui peut avoir une déficience intellectuelle. Il faut savoir intervenir aussi pour bien réagir, là. Là, maintenant, quelles sont les mesures pour 2016? Bien, comme je disais tantôt, c'est sûr que formation, sensibilisation, ça va revenir. On va poursuivre l'élaboration de nos fiches conseils. Il y a, moi, je vous dirais, l'achat d'un lève-personne qui va se concrétiser là, dans les prochaines semaines. Je pense que ça a passé sous peu au conseil, justement, donc à la piscine
Claude Raymond. Donc, il va y avoir un lève-personne qui va être installé parce que la chaise hydraulique qui est là présentement est désuète. Ça a été un besoin qui a été nommé justement par le milieu des personnes handicapées. Il y aura, entre autres, l'installation de balançoires adaptés dans 2 parcs qui ont été ciblés parce que, justement, c'est des besoins qui sont identifiés par le milieu des personnes handicapées, mais on peut croire que ça va être utilisé par l'ensemble des citoyens. Donc, il y a ces 2 mesures-là. Il va y avoir aussi l'implantation d'une nouvelle application au niveau du transport en commun, justement, pour... comme localiser un peu oui, les autobus en temps réel. Donc, pour les personnes handicapées, c'est sûr qu'entre autres, pour les personnes autistes, les gens qui ont une déficience intellectuelle, ça peut être rassurant de savoir avec cette application-là où est rendu l'autobus. Est-ce qu'il y a un détour? Est-ce qu'il y a un retard? Donc, ça va être tout est là dans l'application de ton téléphone intelligent. Oui, tout à fait. Même pour le public en général. Oui, c'est ça aussi. Puis c'est sûr qu'on va poursuivre aussi l'amélioration de nos bâtiments, comme Patricia disait tantôt, parce que nos bâtiments sont vieux aussi. Donc, il y a toujours de l'amélioration à faire. Puis ce qu'on souhaite aussi de façon générale, c'est de tenter d'éliminer les obstacles, mais aussi de les prévenir. Donc, quand on parlait tantôt des balançoires adaptés, c'est au parc Yvan Roy et à l'école des Préverts. Oui. C'est ça, du côté de Saint-Luc. Exactement. Bon. En terminant, au niveau des communications, parce que, bon, c'est sûr, quelqu'un qui a un handicap visuel, ça devient quand même assez difficile de consulter le site Internet de la Ville, ou si même on a un handicap auditif également. Comment on réussit à s'adapter à ces clientèles-là, Isabelle? C'est basé sur des principes généraux qui existent déjà, hein, si je ne me trompe pas. Premièrement, lorsqu'on arrive sur le site, on a le choix de grossir le lettrage. Là. Il y a une fonction qui permet ça. Puis au niveau d'un handicap visuel sévère, mais les gens ont des liseuses. Alors, lorsqu'ils arrivent sur le site, ils peuvent se faire traduire par la liseuse. Donc, le fait que ça soit justifié à gauche et aussi, épuré, là, dans la présentation des bras, j'imagine que c'est plus facile pour une liseuse de le lire. Donc, Bien, à vous trois, merci beaucoup. Oui. Bien, j'ajouterais juste que, très, très important, on travaille beaucoup avec le milieu des personnes handicapées, les centres de réadaptation. Dans toutes les analyses qu'on fait, sont vraiment d'une aide exceptionnelle. Donc, je tenais à le souligner. Une belle collaboration de leur part. Oui, tout à fait. À vous trois, merci beaucoup. Bien, merci. Et bonne chance pour le futur. Et si les gens, bien sûr, veulent consulter le plan d'action de l'accessibilité, c'est bien sûr disponible sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, c'est le Babillard quotidien. On les a reçus récemment à l'émission. France Urtubise, Daniel Gamache, qui vont courir sur la muraille de Chine l'an prochain pour prévenir le suicide. Et les fonds ramassés vont aller au Centre de prévention du suicide du Richelieu. Vous avez l'adresse Internet ici si vous désirez, bien sûr, les aider. Petit rappel, bien sûr, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, c'est plus facile. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Prochain rendez-vous demain.